Bonsoir, on va commencer l'atelier. Je vais juste, je pense qu'il faut que je fasse tout de suite le screen. Share screen. Vous allez voir à l'écran s'afficher mon document, qui est un PowerPoint assez simple. On va aller à travers ça. Donc, je voulais juste vous amener, on voit, c'est ça? Ok. Donc, vous amener un petit peu, la première, c'est... J'ai une assistante, alors je ne vais pas mentir là. On a fait le tour des participantes. Voilà. Je peux aller comme ça. Ok. Donc, on y va. Donc, l'objectif avec l'atelier, c'est vraiment de vous amener à structurer vos interviews, à vous aider à faire les meilleures interviews possibles, les entrevues que vous allez faire pour pouvoir aller chercher cette histoire que vous voulez raconter. Et une fois que vous avez fait tout ça, évidemment, après, vous allez être amené à structurer ce récit-là. Donc, vous savez qui je suis. Donc, on est vraiment dans apprendre les bases de l'écriture journalistique pour raconter un récit. Et à travers ces techniques de l'interview, on va collecter l'information nécessaire à l'histoire. Ah, vous allez me dire, oui, alors de quoi on parle quand on parle de les bases de l'écriture journalistique? Il y a des éléments essentiels, des éléments clés. Tout d'abord, dites-vous que dans tout travail, d'abord, on commence par... Il y a toujours énormément de choses qu'on peut raconter. Et on peut le prendre de manière complètement différente. Je prends souvent l'exemple d'histoires que je donne au travail parce que je fais aussi l'affectation, je donne aussi des sujets aux journalistes où je donne un sujet et les gens me disent « mais oui, mais c'est quoi l'angle ?» On va parler par exemple d'un congrès, d'un passage, on va avoir Globe qui commence 2016, qui commence demain. Qu'est-ce que c'est Globe? Ça parle d'environnement, ça parle de plein de choses, il y a tellement de sujets. Donc, il y a un moment donné, il faut s'assurer d'avoir un angle précis. Est-ce que je parle des nouveautés de 2016? Est-ce que je parle des attentes politiques en termes de changement? Est-ce que je parle des premières fois pour certaines personnes à participer à un tel événement? Donc, il y a toujours ce choix qui est douloureux parfois aussi de l'angle. On le sait, on en a des fois qui prennent vraiment trop d'espace. Je vais prendre l'exemple donc d'une femme. Vous voulez raconter l'histoire d'une grand-mère, c'est souvent le cas, ou d'une mère qui a pu vivre des situations de conflit armés. Quand on commence à raconter un récit, on a toujours cette question où on se dit par où on commence. Souvent, ça va être une anecdote qui va peut-être commencer à attirer votre curiosité. Et petit à petit, vous allez découvrir, en posant des questions, l'histoire principale qui vous intéresse. Peut-être que c'est la manière dont cette femme a, elle, à travers tout ce conflit-là, maintenu un semblant de vie normale pour sa famille et ses enfants. Quand on sait ce que ça veut dire que la guerre, sans avoir accès à tout ce qu'on peut avoir, en ayant la peur, ça peut être ça l'angle qu'on décide de prendre. Donc vraiment, il faut bien écouter, puis à un moment donné, il faut faire un choix. Alors, on dit toujours, pour qu'une information elle soit comprise, eh bien, il faut évidemment qu'elle réponde à des questions clés. Une réponse manque, et là, vous avez un problème pour rendre votre information pertinente. Quand je dis ça, c'est que si je vais couvrir une histoire et que je vais prendre un exemple simple, parce que les faits divers, c'est régulier, malheureusement, dans notre société. Une agression s'est produite hier soir à Vancouver. Première question, c'est OK, là, j'ai appris. Qu'est-ce que j'ai appris? À part le fait qu'il y ait une agression et que ça s'est passé à Vancouver, en gros, je ne sais absolument rien. Donc, et l'intérêt des gens, il va toujours avec quelle est l'information qui me touche le plus. Si c'est une femme qui s'est fait agresser, s'il y avait un contexte, c'était en plein jour, dans un endroit public, normalement, là, déjà, la curiosité et l'information commencent à être un peu plus précises. On commence à savoir quel est l'âge de la personne, est-ce qu'il y avait des gens autour qui, dans l'agression, est-ce que c'était une personne qui a agressé une autre ou est-ce qu'il y avait d'autres facteurs dans ça. Donc, toutes ces questions-là, l'objectif, c'est qu'on ait quand même rapidement fait le tour d'une situation. Même si demain, je décide de ne pas prendre tout, au moins j'ai ça en main pour solidifier mon récit. Alors, vous avez déjà entendu ça, je suis certaine. Vous connaissez les questions essentielles. On parle souvent des W en anglais. C'est plus le what, to, who,
Là, moi, je ne voulais pas vous le donner en anglais, je vais vous le donner en français quand même. Donc, on commence par qui est le sujet de l'information. La chose qui est importante dans ça, c'est que le sujet de l'information, ça peut ne pas être une personne. Vous le savez, je vais vous donner un exemple assez simple. Il y a eu à un moment donné un incendie dans le port de Vancouver, c'était l'année dernière, et le sujet c'était l'incendie au port de Vancouver et l'impact que ça avait évidemment pour le port de Vancouver. En même temps, cette histoire-là, elle a déclenché d'autres questions derrière. Il y a eu l'implication pour les conséquences pour la population. Les autorités ont dû intervenir pour dire aux gens de rester à l'intérieur de leur domicile, de fermer les fenêtres, de les garder à l'intérieur parce que les produits qui brûlaient étaient des produits chimiques et on savait que c'était un irritant. Ça a été un autre angle de l'histoire, mais sachant tout ça, vous voyez tout ce qui se décline autour de l'histoire. Donc quoi, c'est l'action, c'est le verbe de la phrase. On s'assure de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Ça se passe où? Ça se passe quand? Rappelez-vous que le quand, surtout dans les histoires qui reviennent sur un conflit armé, il y a beaucoup d'éléments importants avec la notion de temps, de délai. Les gens, des fois, ne se souviennent pas de tous ces détails-là. Ils se souviennent simplement d'une période ou peut-être un moment précis, mais sans avoir le détail autour. Donc, pensez souvent au contexte. Plus vous savez de choses, plus les gens vous racontent des choses, des détails, plus vous êtes capable d'aller après, avec vos recherches à vous, ajouter une dimension à votre histoire. Comment, comme je vous racontais au début, si vous décidiez que l'histoire principale que vous voulez raconter, c'est à travers la manière dont une mère de famille a réussi à donner un minimum de normalité à sa famille, eh bien, elle l'a fait comment? Elle l'a fait de quelle façon? Qu'est-ce qui s'est passé autour d'elle qui lui ont permis de le faire? Et le pourquoi. Les causes, évidemment, les objectifs, les raisons du fait que vous allez raconter. Donc là, c'est beaucoup de termes que je vous donne, mais vous avez compris, je pense, l'essentiel qui est vraiment pourquoi cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé autour, quelles sont les conséquences qui sont passées pour votre personnage. J'avais demandé à vous autres, là, celles qui voulaient participer à ça, de faire un petit exercice pratique. Tout le monde ne l'a pas fait, ce n'est pas un problème. Mais ça montrait simplement avec très peu d'éléments à aller chercher, une toute petite histoire de quelqu'un, une anecdote en fait, tous les éléments que vous devez aller chercher pour répondre à ce récit-là. L'écrire correctement, faire un roman avec, on n'a pas tous la plume, c'est pas très grave. Je pense que les émotions, c'est ça qu'il faut vous retenir, c'est que vous avez des émotions à faire passer. Vous êtes en train de raconter une histoire. Vous avez la chance de ne pas faire du journalisme avec ça. Vous n'allez pas aller en ondes dans la journée même pour me raconter, répondre à toutes ces questions-là en quelques minutes. Vous avez vraiment le luxe de vous offrir un vrai récit, de découvrir votre personnage, de découvrir sa vie, son contexte et ce qui était important autour, dans la société, autour d'elle. À ce stade-là, je vais juste vous demander, est-ce que ça va ou il y a des questions? Je vois, ça c'est Edith. Ça va? C'est bon? C'est comme ça? Ok, ça va. Alors on continue. Il y a toujours avant même d'aller en entrevue, le plus gros travail. Comme moi, au niveau du documentaire, c'est ce qui me prend le plus de temps. C'est vraiment ma préparation. Je vais souvent, si en tout cas, par exemple, je vais prendre l'exemple de ma mère, ça va être très facile. Ma mère a vécu un conflit armé puisqu'elle vivait en Algérie pendant la guerre d'Algérie. Et mon père, lui, était en France à ce moment-là. Donc pendant 10 ans, ils ne se sont pas vus, c'était la guerre. Quand je me dis que ma mère est un personnage à part entière, c'est sûr que pour moi, c'est pas simplement ce que va me raconter ma mère, parce que ma mère n'a pas tous les détails, elle n'a pas été à l'école, donc elle n'a pas eu tout ce contexte-là non plus de mise en contexte de sa propre petite histoire dans la grande histoire. Donc il y a une préparation qui serait déjà de rentrer dans le côté historique, prendre des livres, regarder ce qui s'est passé dans cette période-là, ensuite regarder qu'est-ce qui se passait exactement dans la zone géographique où ma mère était, pour comprendre un petit peu le contexte, l'armée française, le conflit, les arrestations, les perquisitions, les communications.
elle me définissait vraiment plus qui était avec elle, quelle était la famille autour, qu'est-ce qu'ils entendaient, qu'est-ce qu'ils vivaient. Et si je reprends après le contexte de mon père, pendant cette période-là, puisqu'il n'arrivait pas à communiquer, lui était en France, à Paris, quand la guerre a éclaté. Donc, on se retrouve dans un autre contexte. Je connaissais, j'ai regardé de mon côté ce qui était intéressant au niveau du contexte. Au début de la guerre, comment ça s'est passé pour les populations immigrantes d'origine algérienne, et aussi des gros événements qui sont passés dans la guerre, qui ont été marquants dans le déroulement de cette guerre, et en métropole également, la manière dont les autorités françaises resserraient la vis, tout simplement aussi, sur les populations d'origine algérienne. Donc ça, c'est un travail qui va être le vôtre aussi, quel que soit le personnage que vous preniez. Ces personnes-là ne vont pas vous donner tout ça. Et ça va vous aider énormément au moment où vous posez vos questions, parce que vous allez structurer votre entrevue en vous assurant des blocs que vous voulez aller chercher. Un autre aspect de l'entrevue, c'est aussi de se dire qu'on peut aller dans des entrevues, on peut aller dans des pré-entrevues. Prenez le temps de parler avec les gens, de prendre des notes préparatoires au moment où vous serez prêt à mener cette interview importante pour l'essentiel de l'exercice. Je ne sais pas la distance que vous avez chacune avec les personnages. Il y en a certaines qui cherchent encore. Je sais que l'une d'entre vous m'a cité une grand-mère qui n'est plus, donc c'est souvent beaucoup plus difficile parce qu'on va travailler avec les témoignages des gens qui l'ont connue, peut-être les lettres, les documents qui nous restent de cette personne-là, mais on est déjà dans une distance par rapport au personnage principal qui raconterait son histoire. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se retrouver. Ça va être quelque chose que vous allez aussi explorer avec le travail d'archives, Maurice Guibord, et puis aussi faire parler les images. Quand on a des photos, on a aussi une partie d'histoire qui est là, qui se présente avec les photos. On se raconte aussi certaines choses à travers les photos qu'on n'a pas toujours vérifiées, mais en tout cas, on a quelque chose pour appuyer, donner une présence, donner une force à ce personnage qu'on veut découvrir, qu'on veut partager. Maintenant, je dis, peut-être je vais le répéter encore une autre fois pour être sûr, ne vous emballez pas trop vite à aller faire des entrevues complètes avec des gens. Ça épuise. Ça épuise aussi la personne en face. Et intellectuellement, quand on a déjà répondu à des questions, même si il faut avoir un peu de distance avec le jour de l'interview, parce que sinon les gens qui vous ont répondu déjà, ils ont tendance à penser qu'ils ont déjà répondu. Le cerveau emmagasine ça en tête. Et c'est bien d'avoir une première phase où on prend le temps de préparer un peu, de poser des questions, préparer ensuite chez soi avec le travail de recherche, et le jour de l'entrevue formelle, puisque ce serait plus sympathique quand même de se dire on rentre dans une entrevue formelle avec cette personne-là, et bien se dire on repose peut-être les mêmes questions, mais moi, la personne sait qu'il faut qu'elle réponde aux questions comme si elle n'avait jamais répondu à ces questions. Sinon, on manque parfois des informations. La prise de notes écrite est très importante, même si ça fatigue un peu. On peut toujours avoir de quoi noter et de quoi évidemment enregistrer. Aujourd'hui, tous les téléphones intelligents peuvent vous enregistrer des conversations. Mais dites-vous que plus vous enregistrez, ne dépendez pas simplement de ça parce que ça fait beaucoup à réécouter. C'est pour ça que les prises de notes sont très importantes. Ça peut être très succinct, ça peut être même le temps où vous pensez que vous avez répondu à telle et telle question. Ça vous permet d'aller revoir dans votre enregistrement où c'était. Vous pouvez même le faire à la vidéo si vous voulez. Ça dépend en fait de la personne que vous avez interviewée. On va passer à l'interview. Alors, pendant l'interview, l'essentiel, c'est vraiment de poser des questions ouvertes. Et je vous dis ça, c'est parce que si je vous disais toujours « Est-ce que ça va ?» Oui. « Est-ce que tu étais contente ?» Oui. « Est-ce que tu voyais ton père ?» Non. Vous voyez bien le genre de réponse que vous avez. Les gens, ils élaborent pas tous, tout le temps. Ça dépend vraiment des personnes qu'on interviewe. Donc, s'assurer d'avoir des questions ouvertes. Je vous donnerai des exemples, mais vraiment, c'est comment est-ce que vous vous débrouillez pendant l'hiver, quand il n'y avait pas d'électricité, qu'est-ce qui se passait quand les soldats passaient dans la ville, des choses dans ce genre-là. L'importance aussi, on ne le dira jamais assez, une question à la fois. Si dans la même phrase, vous posez 2 questions ou 3 questions, le cerveau, il enregistre la dernière question en général. Il va développer là-dessus. En plus, ça donne le choix à la personne que vous interviewez
Donc, c'est essayer de maintenir. Vous pouvez préciser dans votre question. Vous pouvez dire à la personne, vous étiez plusieurs à ce moment-là, est-ce que vous étiez, comment vous vous comportiez par rapport à telle situation, mais quand je parle de cette situation, je veux dire dans telle, et vous précisez vos détails. Donc juste, vous pouvez le faire dans la même question, élaborer un peu et donner des détails pour que les gens comprennent exactement ce que vous attendez de cette réponse-là. Vous posez des questions, vous ne donnez pas votre position, vous essayez de ne pas trop vous engager dans l'entrevue, même si c'est des gens qui vous sont proches. Je dis ça, c'est parce que, au bout du compte, vous risquez d'influencer un peu trop l'autre personne dans ses réponses. Et ce que vous voulez, c'est vraiment aller à l'essentiel de ce qu'elle peut vous donner à ce moment-là. On ne le répétera jamais assez, écoutez les réponses et dites-vous que si la personne a répondu déjà à une question, ce n'est pas la peine de la reformuler un peu plus tard autrement, sauf que si la personne a répondu d'une certaine manière et que vous sentez que ce n'est pas suffisamment détaillé pour votre récit ou vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris cette partie-là, à ce moment-là, vous relancez les gens, relancez-les. Et évidemment, il y a des gens qui parlent beaucoup, j'en fais partie, mais il y a toujours la possibilité de se retrouver à être pris en fait en otage. L'entrevue, vous la menez plus, c'est l'autre personne en face qui est en train de vous raconter ce qu'il a envie de raconter dans l'ordre qu'il a envie de raconter. Donc assurez-vous à un moment donné de reprendre la main. Moi je dis sans ménagement, je veux dire gentiment, des fois il faut faire un break, il faut s'arrêter, dire bon, je pense qu'on a besoin d'une petite pause, surtout quand vous voyez que les gens vont avoir certaines idées. Faites une petite pause, un verre d'eau, une pause pipi, qu'importe, et vous revenez sur des bases. Puis, on est tous humains. Les gens qui se racontent ont un plaisir à se raconter. Et si vous les amenez sur des terrains, ça peut être douloureux. Hein. Je ne dis pas que c'est toujours des souvenirs agréables, mais les gens qui acceptent de se confier vous offrent un moment privilégié. Il faut qu'ils le ressentent au moment de l'entrevue. Donc, il ne faut pas trop bousculer, mais en même temps, il faut se dire que 4 heures d'entrevue, c'est trop. Physiquement, c'est beaucoup. Dans le documentaire, ça m'est déjà arrivé de faire des entrevues de 2 heures, mais avec des pauses. Souvent, ça dépend des gens qu'on a en face. Parfois, ce sont des gens qui sont un peu trop habitués à répondre à des questions. Puis quand c'est des vrais gens, comme j'ai des gens qui ne sont pas des experts, là, c'est plus se donner des pauses aussi pour redevenir un peu humain et casser un peu cette glace qu'on peut avoir au bout d'un moment quand on est intervieweur. Donc, prenez toujours le temps d'évaluer au fur et à mesure. Moi, je dis toujours, il vaut mieux faire des entrevues en plusieurs parties, quitte à revenir voir les gens. Si vous en avez la capacité, c'est bien. Ça permet aussi à la personne de reprendre des idées, de revenir sur des choses, peut-être de compléter certaines informations. C'est pas toujours donné à tout le monde de le faire, mais c'est toujours agréable de pouvoir se l'offrir si on a comme option de faire l'entrevue en plusieurs parties. J'avais demandé aussi, puis j'arrive après à ça, je vais revenir une seconde. Quand vous faites ces entrevues-là, si vous parlez de choses qui sont passées ailleurs, qui sont passées il y a longtemps, qui sont passées pour un autre proche de leur famille ou de votre famille qui n'est plus, pensez toujours à vous faire appuyer de documents, de photos. Demandez aux gens de vous sortir ça. Peut-être même dans votre préparation, dans votre phase préparatoire, demandez-leur de partager ça avec vous, au moins de se préparer, de voir ce qu'ils ont en fait gardé de cette mémoire-là. L'image parle aux gens. Les détails de l'histoire, elles sont peut-être d'une certaine manière colorées dans nos têtes, mais elles ne sont jamais aussi colorées quand on a l'image, une photo de cette époque-là. C'est comme ça aide. Et des fois, les gens n'ont peut-être pas d'image d'eux-mêmes ou de leurs proches, mais si vous avez, vous, avec des images à ce moment-là de l'époque, vous avez pris dans les archives, vous avez pris dans le livre, ça aide beaucoup à situer les gens. Si on remonte à 30, 40 ans en arrière, 50 ans en arrière, je veux dire, on dit qu'en vieillissant, la mémoire de l'enfance revient, les détails reviennent, je le sais, j'ai eu un papa très âgé, donc c'est vrai, on ne se souvient pas de ce qu'on a mangé la veille, mais on se souvient exactement de ce qu'on portait quand notre mère a fait ceci ou cela. Mais vraiment, l'image aide beaucoup à la mémoire et vous allez travailler avec la mémoire beaucoup pour ce qui est des conflits. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vécu des conflits très proches, même si on sait que ça continue à se passer tous les jours.
On arrive après l'interview. Alors, après l'interview, vous allez rentrer dans une phase importante, évidemment, c'est de construire votre récit et faire le tri. Moi, j'ai essayé de m'élaborer ça au niveau journalistique. Évidemment, au niveau journalistique, le principe de base, c'est des phrases courtes avec une seule idée, une seule information par phrase. Quand vous allez vous retrouver à raconter votre récit, vous allez peut-être choisir de le raconter par écrit. C'est quelque chose que je ne sais pas quelle forme vous allez tous choisir de faire. Il y en a peut-être qui vont vouloir le raconter de manière orale, d'autres vont peut-être vouloir le raconter en images ou même en vidéo. Tout est possible. En tout cas, dites-vous que le cerveau humain, il marche de la même manière à peu près pour tout le monde là. On a besoin de pouvoir prendre chaque information. Il n'y a que Proust qui est capable d'écrire ce qu'il écrivait, mais je pense que pour la majorité des gens, quand il s'agit d'absorber un récit, c'est beaucoup plus simple quand on a une idée par phrase. Évidemment, du côté journalistique, on insiste toujours sur le fait d'avoir des phrases directes. Les formes passives, on va laisser de côté. La clarté et la simplicité. Tout le monde n'a pas toujours des images, des métaphores à mettre en avant, mais pensez-y, je veux dire, si on parle d'une journée qui était infernale aussi pour un conflit, dans une histoire de conflit, mais aussi parce que la météo était horrible, pensez à ce qui peuvent les parallèles qui peuvent être mis ensemble, qui permettraient à votre récit d'avoir des images bien fortes. J'ai déjà lu un texte qui m'a montré que pour certaines, c'est vraiment beaucoup plus facile. On voit la facilité d'écriture, je ne peux pas mesurer tout le monde, donc moi je suis là comme soutien après le webinaire, je peux toujours relire vos textes, vous aiguiller si vous avez besoin de ça. N'hésitez pas aussi à lire des récits, à regarder des documentaires où il y a des interviews qui sont faites. Évidemment, quand c'est concret et vivant, ça aide énormément. Au départ, il y a toujours cette question de comment on commence un récit. J'imagine que vous avez en tête vous-même des livres, des documentaires, des films qui vous ont tout de suite plu dès le départ. Il y a toujours une accroche qui est importante, une accroche forte. Moi, je pense à certaines choses. Moi, je me dis toujours, ma mère avait 20 ou 21 ans quand la guerre a éclaté. Avec son fils seul, je peux imaginer, je la vois par exemple en train de serrer son fils tout petit, proche d'elle, au moment où elle entend les premiers coups de feu qui éclatent pas loin, ou l'armée qui arrive à toute allure dans le village. Le bruit des hélicoptères, des paras qui débarquent dans le village, ça devait être impressionnant. Donc, on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il s'agit, on sait qu'on est en guerre, on sait qu'on est censé être un peu l'ennemi quelque part. Donc, voilà, il y a ces émotions-là fortes. Dès qu'on les met en place dès le début, on a compris l'accroche que ça peut donner sur la suite du récit. Je vous avais donné un petit exercice à faire sur un souvenir d'enfance, mais bon, celles qui ne l'ont pas fait, pas de problème. Si vous désirez le faire et me l'envoyer, j'enverrai des commentaires. Je le dis juste pour celles qui l'ont déjà envoyé. Je n'ai pas encore envoyé les commentaires. Je voulais voir si d'autres allaient en envoyer aussi pour le faire tout d'un coup. Mais pour ce que j'ai lu pour l'instant, moi j'étais très impressionnée, donc pas de souci. Et comme je disais, c'est le but aussi de vous amener à pratiquer un peu votre prise de notes. Vérifiez un petit peu si ça vous semble évident de prendre à la fois enregistrer votre entrevue et de prendre des notes à côté. Un élément qui est très important, je disais au départ, je vous parlais beaucoup donc des questions ouvertes, l'importance des questions ouvertes, comment, pourquoi, quel emploi occupiez-vous à l'époque, et l'idée des questions fermées. Est-ce que il faut dire que toujours les questions fermées ont un objectif vraiment important qui est de confirmer certaines choses. Les gens parlent, vous en profitez pour vous assurer qu'il y a une affirmative ou une négative sur un élément, une compréhension. C'est très important de le faire et ça permet aussi parfois des petites relances par rapport au sujet abordé. Donc, je disais, après, c'est comment vous allez retransmettre votre récit. Donc, on a parlé de la forme, si vous décidez de faire écrit, oral ou vidéo. Mais le récit, après, ça va être aussi comment vous l'écrivez. Est-ce que vous décidez que ça soit à la troisième personne, il, elle, a fait ceci, a fait cela, ou est-ce que vous décidez que c'est la personne qui parle?
Et à ce moment-là, vous vous mettez dans la peau de la personne. Dans le cas de la grand-maman, elle n'est plus là pour raconter. Est-ce que c'est grand-maman qui raconte? Est-ce que c'est la grand-mère qui se met à être la voix de ce récit-là tout le long? C'est un choix. Ça a une portée, évidemment. On lit, on est on est tout de suite dans le personnage, on s'identifie. Mais c'est pas toujours nécessaire. C'est ça que je veux dire, c'est pas vraiment toujours nécessaire. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez mettre comme contexte autour aussi. Plus vous aurez envie peut-être de placer votre personnage dans le contexte historique, plus vous direz peut-être que la tierce personne, il ou elle, la troisième personne, ça marchera un peu plus. J'arrive au bout de cette présentation.